Bonjour à tous, merci d'être là en salle et en ligne. C'est le deuxième séminaire de la série de séminaires Océan et Société que nous avons introduit à Namur depuis le début de l'année. C'est un séminaire qui a lieu tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois sur la pause midi et qui réunit donc, qui fait intervenir des personnes extérieures à l'UNR à Namur. Dans les différentes facettes scientifiques de l'UNR. Donc, je laisse Alix Thine, qui est doctorante à Namur et au CEDIN, introduire le séminaire de la juge Eda Caracciolo. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Madame la juge Caracciolo. Nous sommes honorés de vous avoir aujourd'hui avec nous et nous vous remercions grandement d'avoir accepté de venir parler de l'avis consultatif relatif au changement climatique rendu en mai dernier par le Tribunal international du droit de la mer. Au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion de porter plusieurs casquettes, et ce, au sein de nombreuses instances, en passant par exemple par membre de la délégation italienne auprès d'organisations internationales, comme par exemple la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, également par juge ad hoc à la Cour européenne des droits de l'homme de 2016 à 2018, ou bien encore en tant que conseil de l'Italie devant la Cour internationale de justice pour plusieurs affaires, par exemple l'avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Pour ne citer bien entendu que cela, et cela en plus de vos activités d'enseignement et de recherche. Cependant, aujourd'hui, nous vous recevons en votre qualité de juge du Tribunal international du droit de la mer, ayant participé à la procédure de l'avis consultatif du 21 mai 2024, demandé par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. Tout d'abord, quelques mots pour expliquer à notre audience en quoi consiste concrètement une demande d'avis consultatif. Donc, les demandes d'avis consultatifs ont un objet plus large que les procédures contentieuses. Il s'agit de poser une question sur un point de droit à une juridiction afin d'obtenir des éclaircissements. Ces questions peuvent parfois porter sur des différends qui ont lieu, mais pour que le juge soit compétent, il faut que la question dépasse le simple champ de ce différend. Les avis consultatifs qui sont rendus au terme des procédures ne sont pas contraignants, contrairement aux arrêts rendus lors des procédures contentieuses. Cependant, ils gardent une importance certaine puisque leurs effets juridiques peuvent perdurer. Pour citer le TIDM dans son arrêt sur les exceptions préliminaires du 28 janvier 2021 qui opposait Maurice aux Maldives, un avis consultatif comporte un énoncé de droit international faisant autorité pour les questions sur lesquelles il porte. En ce sens, donc, les conclusions judiciaires qui y sont formulées font tout autant autorité que celles formulées dans un arrêt et le sont de manière tout aussi rigoureuse et minutieuse par l'organe compétent. Maintenant, pour replacer cet avis consultatif brièvement dans son contexte. Il est à l'origine d'une demande qui a été faite par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, aussi appelée COSIS, et il s'agit d'une organisation internationale assez jeune, puisqu'elle a été créée le 31 octobre 2021 à l'initiative de Tuvalu et d'Antigua et Barbuda. Elle est aujourd'hui composée de 8 États membres. Et la COSIS a introduit sa demande d'avis consultatif au TIDM le 12 décembre 2022. Les questions qui ont été posées au tribunal concernaient la nature des obligations des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en matière de changement climatique et notamment au regard du chapitre 12 de la Convention. Il s'agissait plus précisément de détailler les obligations des États de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu'a ou peut avoir le changement climatique, ainsi que les obligations des États de protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique. Parmi les effets nuisibles qu'on peut citer du changement climatique, on retrouve par exemple la montée des eaux ou l'acidification des océans. S'en est suivi donc un tour de procédure écrite durant lequel des exposés écrits ont été reçus de 34 États et de 9 organisations internationales, et ensuite une procédure orale qui s'est tenue du 11 au 25 septembre 2023, où 34 États ont participé, ainsi que 4 organisations internationales. Enfin, pour finir, avant de vous laisser la parole, l'avis consultatif rendu s'inscrit dans une série de demandes d'avis consultatifs sur le sujet des obligations des États par rapport au changement climatique.
c'est-à-dire qu'une demande a également été soumise à la Cour internationale de justice par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 mars 2023. Et d'ailleurs, cette procédure a débuté sur demande du Vanuatu, qui est également membre de la COCIS. Et enfin, pour finir, une troisième demande d'avis consultatif a été soumise à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, cette fois-ci, par le Chili et la Colombie, le 9 janvier 2023. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous en parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup aux organisateurs qui ont passé de m'inviter ici. Et donc, Madame, les deux Marie, hein, Madame Marie Guimezane et Madame Marie Lémey, je suis vraiment ravie d'être ici, entourée par la mer, et donc un lieu idéal. Même si, quand j'étais jeune, j'ai étudié le régime du Mont Blanc et les différences entre l'Italie et la France sur les sommets du Mont Blanc. Alors, je me suis occupée des montagnes au début de ma carrière pour quelque temps. Alors, en nous parlant de la vie consultative récemment adoptée par le Tribunal international du droit de la mer, je chercherai d'être aussi simple que possible, tandis que vous n'êtes pas exactement de juriste internationaliste, et donc je chercherai de vous donner une idée générale du contenu de cet avis. Ça, c'est la version, disons, originale de l'avis, la version française, en langue française, parce qu'il y a notre petit livre comme ça, qui est la version en anglais. Alors, vous le voyez, il s'agit d'un avis consultatif assez long, de 165 pages. Donc, on a analysé en détail beaucoup de règles contenues dans la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, en particulier les règles dans la partie 12e qui est dévouée à la protection de l'environnement marin. L'avis consultatif a trouvé les tribunaux très engagés sur les problèmes des effets nuisibles en général, de émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement marin. Alors, disons que le tribunal est un juge du droit de la mer. Et donc, il ne peut pas interpréter ou appliquer des règles qui ne sont pas contenues qui ne sont pas des règles du droit de la mer et donc contenues dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les accords intégratifs, qui sont deux. Un troisième a été adopté, mais n'est pas encore en vigueur, et donc il ne peut pas être appliqué, et les droits coutumiers de la mer. Il est possible pour le tribunal d'appliquer d'autres règles, mais selon certaines conditions. Ça, c'est ça est établi par un article, le 293 de la Convention, qui est beaucoup débattu. C'est un article très délicat parce que vous comprenez bien que la compétence d'un juge, c'est quelque chose qui doit être respecté. Il peut être élargi par voie d'interprétation, mais ce n'est pas possible d'élargir sans aucun lien aux règles qui établissent cette compétence. Alors, dans les domaines d'effets nuisibles par les gaz à effet de serre, on a facé les problèmes que les règles spécifiques
sur la lutte contre le changement climatique sont contenus dans des accords qui ne sont pas des accords sur les droits de la mer, qui sont des accords sur l'atmosphère, sur la pollution de l'atmosphère, mais qui ne concernent pas la mer. Si vous cherchez dans ces accords, vous ne trouverez jamais le mot mer, sauf pour la montée de la mer peut-être. Et donc, le problème, c'était d'utiliser ou non, de décider si utiliser ou non ces accords et de voir comme les cas dans la décision positive de les utiliser, comment on les pouvait utiliser, tandis que le tribunal, c'est un juge du droit de la mer. L'histoire de la vie consultative est une histoire de comment donner un coup d'œil aux accords sur le changement climatique d'un côté et de l'autre rester dans le droit de la mer qui est notre secteur juridique de travail. Alors, ici sont indiqués le point que je vais toucher. On a déjà mentionné la demande de la Commission de petits États insulaires, mais je vous liserai la demande elle-même. Et après, on verra comment le tribunal a résolu le point de la définition de l'environnement marin, de la pollution marine, et comme il a conclu que la pollution par gaz à effet de serre est une forme de pollution de l'environnement marin. Et après, je vous présenterai trois obligations particulières qui sont centrales. Ce sont une sorte d'obligation de base. Les autres sont secondaires dans le sens pas moins importantes, mais elles détaillent de devoirs qui sont déjà définis dans ces obligations qui sont contenues dans l'article 194, paragraphe 1, 192 et 194, paragraphe 5. Alors, lisons ensemble la demande. La demande a été rédigée par des juristes. Il y avait un groupe assez large de juristes qui ont cherché de formuler la meilleure demande possible. Et il avait un but dans leur tête qui ont cherché, sur lesquels ils ont cherché d'adresser le tribunal. Alors nous la lisons ensemble. Quelles sont les obligations particulières des États partis à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, notamment en vertu de la partie 12e. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses déjà dans ces deux premières lignes. Et après, il y a les deux questions. La première, de prévenir, obligation, de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Égard aux effets nuisibles qu'on peut avoir le changement climatique. B, de protéger, obligation, de protéger et préserver le milieu marin égard aux incidences du changement climatique. Ici, nous avons également beaucoup de mots tous ensemble. Et alors, dans un avis consultatif, la première fonction d'un juge international et du tribunal, notamment du tribunal, c'est d'interpréter la demande soumise. Parce qu'il doit répondre aux demandes
soumises par il devait répondre aux demandes soumises par cette organisation, la COSIS, et donc on devait être bien sûr sur ce que la COSIS avait demandé au tribunal. Alors, on s'est penché sur les conseils d'obligations particulières. Ça signifie pour les tribunaux obligations spécifiques concernant la mer liée, obligations spécifiques car elle s'occupe de protéger l'environnement marin, spécifiques parce qu'elles sont des obligations sur les États membres seulement. Presque tout le monde est partie de la Convention, mais c'est presque. Les États-Unis ne sont pas partis, la Colombie n'est pas partie, le Pérou n'est pas parti, le Myanmar, l'Iran ne sont pas partis. Donc, il y a deux États qui ne sont pas, la Turquie n'est pas partie, qui ne sont pas liés par ces obligations spécifiques. Donc, l'adjectif spécifique avait une signification substantielle, obligation concernant la pollution et la protection plus en général de l'environnement marin, et obligation découlant de la Convention, en particulier la partie 12e, sur les États membres de la Convention. La Convention, c'est un accord très grand, plus que 300 articles, et il y a une partie, la partie 2e, qui à l'époque était une nouveauté. L'époque que je me réfère aux années 70, pendant lesquelles la Convention a été rédigée, et la Convention a été un des premiers instruments qui contient des règles tout sur la protection de l'environnement marin. Règle générale, je dirais, parce que pas liée à un certain espace maritime. La mer territoriale, la zone économique exclusive, le plateau continental, la haute mer. Ce sont des règles générales applicables partout en mer. Second point, la responsabilité. Vous n'êtes pas des juristes, mais pour les juristes, le terme responsabilité, c'est un terme très dangereux parce que ça signifie qu'est-ce qu'il passe une fois qu'on a conclu qu'il y a eu une violation de devoirs, des obligations à l'égard sur les États. Alors, c'est un problème des conséquences de la violation d'une obligation, conséquences qui peuvent être résumées dans le rétablissement de la situation antérieure, ou si cela n'est pas possible, il s'agit de indemnier les coûts encourus à cause de la pollution ou des autres effets nuisibles sur l'environnement marin. Alors, en effet, le tribunal a conclu que la commission n'avait pas demandé, et si nous retournons aux questions, n'avait pas demandé de traiter des effets, des conséquences des violations des obligations. Il y avait seulement une référence aux obligations particulières, pas aux conséquences de la violation de ces obligations particulières. Et en effet, devant la Cour internationale de justice, qui a été mentionnée,
l'Assemblée générale, elle a expressément fait référence aux obligations et aux conséquences de la violation des obligations. Et donc, le tribunal a retenu qu'il devait définir les obligations particulières, mais pas toucher, traiter de la question de conséquences juridiques découlant de la violation de ces obligations particulières. Troisième point, dans la demande, on voit qu'il y a une référence à la montée du niveau de la mer. Je retourne à la demande. Il y a ces phrases, notamment sur l'action de réchauffement des océans et de l'élévation du niveau de la mer. Et même dans la demande B, il y a cette référence. Alors, le problème de l'élévation du niveau de la mer, c'est un problème autonome par rapport à la pollution de l'environnement marin et aux effets nuisibles. Et il n'était pas assez clair que la COSIS, elle voulait que le tribunal examine les problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer, qui ne sont pas des problèmes d'obligation, parce que ce sont des problèmes d'interprétation de les lignes de base, de problèmes de définir s'ils peuvent changer ou moins. Et donc, là, on a conclu, on a retenu que la demande par la Commission n'était pas ciblée sur l'élévation du niveau de la mer, la montée du niveau de la mer, et donc a décidé on a conclu que c'était simplement une référence à une des conséquences liées au changement climatique, aux effets de changement climatique sur l'environnement marin. Et après, le tribunal a touché les points du rapport avec les règles extérieures. Ça, c'est un point un peu très juridique, très technique. Chercher de penser selon comme les tribunaux pensent. Essayer de penser comme les tribunaux normalement pensent. On doit définir les obligations sur les États parties. Très bien, je prends la convention et je vois dans la convention les obligations. Et je vois quelles sont les obligations qui sont applicables aux effets nuisibles de gaz à effet de serre. Fini, c'est fini. Mais on sait qu'il y a un monde entier d'obligations plus ou moins claires, plus ou moins précises, contenues dans la Convention de l'ONU sur les changements climatiques et dans le protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques et dans le très bien connu accord de Paris de 2015. Alors, les problèmes, c'était on doit rester dans les domaines du droit de la mer où on peut utiliser ces autres obligations. Les problèmes, ce n'est pas un problème de juridiction pour les tribunaux, qui sera un problème secondaire. Les problèmes, c'est que les obligations contenues dans la Convention
sont beaucoup plus précises, beaucoup plus contraignantes sur les États que les obligations contenues dans la Convention sur les changements climatiques et dans l'accord de Paris. Ces deux traités sont très faibles et ils ont été négociés entre États qui avaient des visions de l'environnement et du changement climatique et de leurs effets très différentes entre eux. Et alors, vous le savez, quand on fait une négociation, le point de départ, c'est le maximum d'une partie et le maximum de l'autre partie pour trouver le balancement quelque part. Et le balancement a été trouvé dans des obligations tellement générales que quelques-unes ne semblent pas plus des obligations. Il y a quelqu'un qui soutient que l'accord de Paris n'est pas un accord. Il est un accord en nom, mais les contenus, c'est un contenu pas obligatoire, c'est un contenu de suggestion et que, bien évidemment, l'État ne sont donc obligés à respecter les indications. On n'utilise pas le mot devoir, on utilise les mots comme on paie, on cherche des mots qui n'indiquent pas un devoir. Et alors, il y avait des États que pendant les plaidoiries, la phase écrite et pendant les plaidoiries, avaient soutenu que les obligations relatives à la protection de l'environnement marin par rapport aux gaz à effet de serre étaient contenues seulement dans la Convention sur le changement climatique et l'accord de Paris. Et que ces accords substituaient la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Alors, ils cherchaient de trouver le noyau dur du système de protection de l'environnement marin par rapport aux gaz à effet de serre dans des accords plus faibles que la Convention. Alors, le tribunal devait, d'un côté, maintenir la centralité de la Convention et son applicabilité par rapport à la pollution et aux autres effets nuisibles sur l'environnement marin par les gaz, les GES. Et de l'autre, il devait tenir de quelque sorte en compte l'accord sur les changements climatiques et l'accord, la Convention sur les changements climatiques et l'accord de Paris. Et il a pu tenir en compte ces désaccords, en particulier, mais même le protocole de Kyoto, en utilisant des règles contenues dans deux articles contenus dans la Convention. L'article 293 sur les droits applicables par le tribunal, l'article 267 sur les règles extérieures dans les domaines de la protection de l'environnement marin et l'article 31, paragraphe 3, lettre C de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Un autre point, les rapports entre les deux demandes. Si nous retournons aux demandes, vous voyez que, en effet, la demande B est plus large que la demande A. Parce que la demande B, c'est protection et préservation du milieu marin.
tandis que la demande A est prévenir, réduire et maîtriser la pollution. La pollution, c'est une des incidences sur l'environnement marin, pas la seule. Et donc, la demande B est plus large, elle contient la demande A, qui est plutôt une spécification ciblée sur la pollution. Alors, on se demandait, mais pourquoi pas? Mais pourquoi la commission, la COSIS, a mis au début la demande spécifique et après la demande générale. Et à la fin, on a dit, bon, c'est vrai, il y a une demande spécifique, il y a une demande générale, on suit l'ordre donné par la commission. Logiquement, il aurait été mieux de traiter la demande B avant de la demande A, mais on a décidé de suivre la demande, de rester très lié à la position prise par la commission. Et la pollution du milieu marin. Alors, la Convention sur les droits de la mer a été adoptée, rédigée pendant les années 70 et adoptée en 1992, dans une période dans laquelle la connaissance des effets nuisibles des gaz à effet de serre des GES était inconnue. Les premières études sont de la fin des années 80. Alors, il est clair que cette définition de pollution n'a pas été écrite en pensant au GES, à la pollution causée par les GES. Et quelques États, les États qui étaient moins favorables à l'environnement marin, une petite partie, 4-5 États, ont poussé très fort sur ce point. Parce que ce point, c'était la base du bâtiment. Sans la base, le bâtiment suivant, tous les raisonnements sur les obligations n'auraient pu être adoptés. Alors, ils ont dit, on ne peut pas dire qu'il y a une pollution par GES parce que cet article est antérieur à la connaissance sur les GES. Et donc, on ne peut pas l'appliquer au GES. Le tribunal n'a pas suivi cette suggestion. Il a retenu que la norme est préexistante à la connaissance des changements climatiques et donc elle peut s'appliquer à toutes les situations qui sont survenues après son adoption. Et donc a mis les premiers piliers du bâtiment qui est la vie consultative. Et on a interprété mot par mot la définition de pollution afin de contrôler si la pollution par GES correspond exactement mot par mot à la définition de pollution contenue dans cet article, un paragraphe 1, sous-paragraphe, alinéa 4. Alors, on a vu que la pollution signifie introduction par l'homme. Donc, quelque chose qui n'est pas en nature, ce n'est pas une introduction naturelle, mais qui est fait par l'homme de quelque chose qui doit être ou substance ou énergie, directement ou indirectement dans le milieu marin
et que ces substances ou énergies doivent avoir ou être susceptibles d'avoir des effets nocifs. Alors, si nous pensons aux gestes, nous avons toutes ces conditions. Les gestes sont des substances chimiques, donc ils sont des substances. Mais ils produisent également une énergie, de la chaleur. Et la chaleur, c'est énergie. Et donc, quand il y a la chute des gestes dans la mer, il y a l'introduction de l'atmosphère, il y a l'introduction de substances chimiques, mais les gestes augmentent la chaleur et donc il y a également la mer absorbe la chaleur beaucoup plus de la chaleur que normalement, chaleur produite par les gestes. Et donc il y a également l'introduction de l'atmosphère à la mer de la chaleur. Cette introduction est produite par les hommes parce qu'il est vrai, les gestes sont naturels. Il y a des gestes du début du monde, mais la quantité nuisible des gestes est déterminée par les activités humaines, l'agriculture, l'industrie, les transports et des autres activités. Il y a beaucoup d'effets nocifs. Ici, le tribunal, en cherchant de remplir, de contrôler si cette condition était remplie, a dû faire référence à la science. Alors, permettez-moi de vous dire que le rapport entre les juges internationaux et la science est un rapport très, très, très délicat. Il est délicat même pour les juges nationaux. On dit en latin que le juge, il est le peritus peritorum, il est l'expert entre les experts. Et déjà, cela dit beaucoup de choses. Mais les juges internationaux qui n'ont pas un État qui les soutient fortement, qui n'a pas la souveraineté de l'État à la base de son pouvoir juridictionnel, a un rapport avec la science très attentif, beaucoup plus que le juge national. Alors, les juges n'est pas appelé, les juges internationaux retient le tribunal, la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, les tribunaux arbitrales. Ils ne pensent pas qu'ils sont appelés à décrire la science, à appliquer la science. Ce n'est pas notre compétence. Mais il y a de matières où il est nécessaire pour appliquer et interpréter les règles, tenir compte de la science. C'est un problème, pas d'application, mais de tenir en considération la science. Alors, le problème, c'est, mais pour les juges, qu'est-ce que c'est la science? Ici, on était facilité, aidé, par le fait qu'il y a une commission qui est la commission internationale qui étude les changements climatiques, qui regroupe une énorme quantité de scientifiques, plus que 300, autour de 300 étudiants, biologistes, étudiants de la biologie marine, de la biologie terrestre, physique, ingénieurs, géologistes, experts d'atmosphère, qui préparent de rapports très techniques. Ces rapports très techniques sont produits par
à travers une négociation entre ces experts. Après, ils sont soumis aux États et il y a une autre négociation sur les données scientifiques et après, ils sont adoptés. Pour chaque rapport, il est préparé une partie qui s'appelle rapport pour les politiciens, pour les policymakers, qui simplifie un peu le contenu de ces rapports. Parce que pour un juriste, c'est pour moi comme lire le chinois ou l'arabe, je ne peux comprendre rien. Et alors, le policymaker rapport, c'est un peu plus simple parce qu'elle n'utilise pas les techniques scientifiques, mais donne simplement les résultats finaux. Alors, le tribunal, il s'est beaucoup appuyé sur les conclusions, les rapports de la commission, et en particulier, la commission a beaucoup de fois indiqué qu'il y a des effets nuisibles, nocifs, et a indiqué les effets nocifs dans l'environnement marin, en indiquant qu'il était plausible, très plausible, réel, parce qu'il y a une gradation les données sont quelquefois des données statistiques, des projections statistiques sur le futur. Et donc, la commission indique la probabilité, la possibilité, la certainté de cette projection pour chaque projection. Et donc, il y a une indication assez claire. Je dois vous dire que moi, je fais une recherche par moi-même avec mes collègues de l'université qui sont dans la faculté de chimique, sans évidemment en gardant toute confidentialité, mais des questions très simples comme quels sont les effets des changements climatiques selon le physique et je même demandé, mais il y a chaque collègue à moi m'a dit tu dois lire les rapports de la commission. Alors, j'ai leur demandé, mais la commission, c'est la vérité scientifique ou il y a quelque chose au dehors? Et ils m'ont répondu, il n'y a rien au dehors. Il y a quelque chose au dehors, mais ce n'est pas de la science. Et donc, tu dois voir la commission. Là, il y a tout. Il n'y a pas de scientiste, si les termes scientiste signifient quelque chose, qui soutient quelque chose de différent. Et je crois que mes collègues, ils ont fait la même recherche autonome pour être sûr que la commission s'était donné à une base juridique, scientifique certaine. Et après, on a indiqué les obligations spécifiques contenues dans la partie 12e de la Convention. Et je voudrais vous parler de cette obligation. Les États prennent séparément ou conjointement, selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source. Alors ici, on avait on devait interpréter cette obligation. Les États avaient présenté au tribunal des positions différentes. Disons que la plupart des États avaient la même position, ont présenté la même position avec quelques nuances. Et il y avait des États une minorité qui soutenait une position plus forte en interprétant cette obligation.
il y avait des États qui disaient cette obligation ne relève pas. On doit voir l'accord de Paris, c'est tout. Et alors, vous pouvez confronter la structure de cet article de la Convention avec la structure de l'article 4, paragraphe 1 de l'accord de Paris. Alors, vous voyez, le parti cherche, ce n'est pas prenne, cherche à parvenir au plafonnement mondial dans le meilleur, on ne sait pas quel est le meilleur délai, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement. Vous voyez que nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Pas seulement parce que c'est une convention, l'accord de Paris, plus jeune, plus récente, mais parce qu'il y a une approche qui est complètement tout à fait différente. Et alors, on a soutenu, on a conclu, le tribunal a conclu que, numéro 1, l'article 194, paragraphe 1, n'impose pas aux États de la cessation immédiate de la pollution marine par GES. Parce que, comme le dit l'article 4, paragraphe 1, qui a été utilisé pour interpréter l'article 194, il y aura besoin du temps pour arriver au plafonnement. Et donc, les obligations des États ne peuvent être des obligations, c'est impossible techniquement, scientifiquement, des obligations de élimination de la pollution par gaz, par GES. Donc, on ne peut pas prévenir parce que la pollution est déjà en cours. Il s'agit de réduire selon la ligne chronologique indiquée par l'article 4, paragraphe 1 de l'accord de Paris et maîtriser selon, on le verra, des indications qui viennent également de l'accord de Paris. Deuxièmement, point numéro 2, c'est ces objectifs de prévenir, maîtriser la pollution peut être poursuivi individuellement ou conjointement. Ça, c'est prévu par l'article. Ce mesure doit être, la meilleure solution a été un peu indiquée par le tribunal, c'est conjointement, vu que la pollution par GES est globale et donc l'action d'un seul État aurait peu de possibilités de succès. Les mesures, qu'est-ce qui signifie mesures nécessaires? Parce que nécessaire peut-être dans la langue courante a des significations différentes. Et alors, on dit que ne signifie pas les mesures indispensables seulement, mais il a un portée plus large. Il peut comprendre des autres mesures qui ne sont pas strictement indispensables. Les mesures doivent être compatibles avec la Convention, ça c'est évident. Un autre point, ces mesures doivent être déterminées de manière objective. Ça, c'est un point très, très, très important. Parce que vous comprenez très bien que la subjectivité ne permet pas le contrôle.
Chaque État peut dire, moi j'ai adopté ces mesures parce qu'elles étaient les mesures les meilleures. Et l'autre, à côté, dire exactement la chose contraire. J'ai adopté les mesures B parce qu'elles étaient les meilleures, pas les mesures A adoptées par mon voisin. Et alors, comment arriver à une détermination objective de ces mesures selon le tribunal? On arrive à travers la science, encore une fois, à travers la commission qui indique quels sont le mécanismes à l'étape actuelle d'évolution scientifique et technologique qui peuvent être adoptés pour réduire les gestes. Bon, nous le savons, la décarbonisation, les puits qui englobent les dioxydes de carbone, c'est notre solution, et des autres techniques de réduction. On doit tenir compte pour cette objectivité également des règles contenues dans la Convention sur les changements climatiques et l'accord de Paris qui contiennent des indications peu vagues sur les moyens pour lutter les changements climatiques. Et un autre point très important parce qu'il était soutenu par les États plus faibles sur le front de la protection de l'environnement marin, l'obligation que dans laquelle que je suis en train de commenter, ne pas remplir si les obligations contenues dans la Convention sur le changement climatique et l'accord de Paris ont été satisfaites. Laissant qu'un État qui vient et dit devant un juge, j'ai fait tout ce qui est indiqué dans l'accord de Paris et dans la Convention sur le changement climatique. Donc, je remplis l'article 194, paragraphe 1. J'ai respecté l'obligation, j'ai mis en place l'obligation. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas une sur la position, une correspondance exacte entre l'article 794 et les articles de l'accord de Paris, de la Convention sur les changements climatiques. L'obligation contenue dans cet accord et dans la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, c'est une obligation différente. On doit remplir les conditions y indiquées, pas indiquées dans des autres accords qui n'ont pas été adoptés pour satisfaire les conditions de l'article 194, paragraphe 1. Il y a une référence dans cet article aux moyens le mieux adaptés et aux capacités des États. Beaucoup d'États ont soutenu devant les tribunaux que ça signifie que les principes contenus qui a été prévu pour la première fois dans la Convention sur le changement climatique, de responsabilité commune mais différenciée, correspond tout à fait au terme de l'article 194, le moyen le mieux adapté dont ils disposent en fonction de leurs capacités. Ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose en commun, le tribunal a conclu, mais ne sont pas deux mécanismes identiques. Les responsabilités communes mais différenciées s'appliquent par rapport au changement climatique, pas à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui a ses règles. Elle tient en compte de capacités, elle tient en compte de mieux adapter et en fonction des capacités, et elle prévoit
2 articles et une entière partie sur les transferts de technologie, sur les capacity building, sur le financement, en cherchant de élever les capacités des États moins développés au niveau qu'ils deviennent capables de respecter les obligations indiquées. Et je viens au point les juridiques les plus importants. Qu'est-ce qu'il signifie mesure nécessaire? Il signifie, ici le tribunal, il suit l'avis consultatif de la Chambre sur les fonds marins, les positions de la Cour internationale de justice dans les cas, l'affaire de l'usine à papier, à pâte de papier sur le fleuve Uruguay. Alors, on doit faire, l'État, il doit mettre en place un système national qui comprend législation, mais ça ne suffit toute seule. En plus, procédure administrative, mais ça ne suffit encore. En plus, un mécanisme d'exécution de règlement en question, mais ça ne suffit encore. En plus, un mécanisme de contrôle. Seulement quand il y a toutes ces choses ensemble, la législation, les règles administratives, les mesures d'exécution et les contrôles, alors on a rempli cette obligation. L'évaluation des incidences sur l'environnement est les noyaux au centre de ce système. Il s'agit d'une obligation de conduite, pas de résultat. Même si l'article, quelques États a soutenu, l'article qui définit l'objectif, la prévention, maîtriser, prévenir, maîtriser, contrôler la pollution de l'environnement marin. Mais est impossible pour un État de prévenir la pollution, de la maîtriser, de la contrôler. Donc, c'est une obligation de conduite et donc, il y a là un standard de diligence requise, due diligence, qui est très important. Et les standards, selon le tribunal, est très élevé. Pour des raisons qui sont les informations, encore une fois, scientifiques et technologiques. La science nous dit que nous sommes en péril et donc les standards est nécessairement élevé. Il y a beaucoup de règles et de normes internationales pertinentes qui nous indiquent qu'on doit maintenir l'élévation de la température entre 1,5 degré et au maximum de degrés par rapport à la température avant la pré-industrielle. Et donc, on a des indications très claires. Les risques de dommages est très haut et ça c'est une nouveauté, l'urgence de la situation, dans le sens que ni la Cour internationale de justice ni la Chambre sur les fonds marins avaient parlé d'urgence, mais nous avons pensé que la situation, l'urgence dans la situation doit concourir à la détermination du standard. Alors, les États, ils sont appelés à mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d'aboutir à ces résultats. Alors, une fois que les mesures ont été mises en place, ils ont respecté l'obligation, même si la pollution se vérifie. Là où, donc, c'est une obligation de faire, est une obligation positive de organiser un système national. Et les indications ne viennent pas de la
Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, mais il vient des accords sur le climat, sur les changements climatiques. Et après, nous avons, et je vais terminer, l'obligation spécifique contenue dans l'article 192. C'est un article très court. Les États ont l'obligation de protéger et préserver le milieu marin. C'est une obligation tout englobante qui s'applique partout, sur tous les espaces maritimes, qui peut comprendre même les mesures techniques d'adaptation, de rétablissement de milieux marins qui a été déjà détruite pour l'acidification de la mer, par exemple, de substitution des animaux, de plantes. Donc, on a interprété les expressions, les termes protégés et préserver d'une façon très large, incluant conservation, résilience, renforcer la résilience, atténuation, restauration et adaptation. Toutes ces choses peuvent être inclus dans des termes de protection et préservation. Protéger signifie plutôt prévenir, chercher de prévenir les effets nuisibles de gestes sur l'environnement marin, tandis que préserver signifie tout le reste, adapter, renforcer la résilience et tout le reste. Et la convention, dans la partie 12e, n'indique pas les moyens pour protéger, préserver et protéger les milieux marins. On doit suivre la science et les accords, encore une fois, sur les changements climatiques. On a retenu, le tribunal a retenu que même cette obligation, c'est une obligation de conduite avec un standard de diligence très élevé et a reproduit pour cette obligation les mêmes considérations qu'il avait fait pour l'obligation contenue dans l'article 194, paragraphe 1. Le tribunal a aussi, il y a beaucoup d'autres obligations, mais j'ai choisi ces trois, décidé qu'on pouvait appliquer aux effets nuisibles des gestes aussi l'article 184, paragraphe 5, qui parle de mesures nécessaires pour protéger, préserver pas tout l'environnement marin, mais les écosystèmes rares ou délicats, ainsi que l'habitat des espèces et d'autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction. Alors, on a dit, il y a des effets encore plus dangereux, nuisibles sur ces organismes, ces habitats, et donc il doit être protégé spécifiquement en appliquant cet article, cette norme, cette règle.
Et ici, on doit, la Convention du droit de la mer nous donne, ne nous donne pas des indications sur qu'est-ce que signifie écosystème rare ou délicat, ou qu'est-ce qu'il signifie habitat. Et donc, on doit voir aux autres accords en matière de protection de la faune et de la flore qui contient une liste d'espèces menacées en régression, continent par continent, sous-région par sous-région. Et il y a également dans la Convention sur la diversité biologique la définition de habitat. Les États, ils peuvent choisir le mécanisme, mais ils ne jouissent pas d'une discrétionnalité pleine, parce qu'ils doivent agir dans les cadres des indications fournies par la science, la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer et les autres accords pertinents. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait des questions potentiellement ?